BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous. Merci d'être là, il est 19h30 en ce mardi et je suis toujours très heureux de vous retrouver. On est en direct à la radio, à la télé, merci à vous qui nous écoutez dans votre voiture ou à la maison ou qui nous regardez à la télé. Vous le savez, Tech & Co, la quotidienne, du lundi au jeudi, 19h30, 21h, c'est votre rendez-vous dédié à l'actu tech. En direct donc sur BFM Business, mais vous le savez après en replay et en podcast. Avec au sommaire ce soir dans Tech & Co la quotidienne, on va revenir sur la grosse actu d'hier soir, mais on va encore une fois la prolonger. C'est ce fameux procès OpenAI. Elon Musk, Sam Altman. Musk a été débouté pour des raisons de prescription. On va y revenir dans quelques instants. On vivra aussi en direct les annonces de la conférence Google qui se déroule donc actuellement en Californie, la Google I.O. 2026 avec sans doute pas mal de nouveautés. Et puis tout à l'heure, on se posera cette question. Vous vous souvenez sans doute des GPS TomTom qui étaient totalement révolutionnaires au début des années 2000. TomTom, bien sûr, a mal vécu l'arrivée de Waze et de Google Maps. Que devient TomTom aujourd'hui ? Eh bien, vous le verrez, ils prennent le virage de l'IA. On en parlera avec leur nouveau patron qui sera avec nous sur le plateau de Tech & Co tout à l'heure. Voilà le sommaire. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech en ce mardi soir avec sur le plateau de Tech & Co Tristan Nitto. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Nous avons aussi Philippe Devost ce soir. Salut Philippe. Bonsoir François. Fondateur de Phileos et cofondateur de Wanadoo au début des années 2000. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Eh ben. 2 mai 96. Jean-Baptiste Nicolet est avec nous. Quel âge as-tu, JB ? Bientôt 30 ans. Eh ben voilà. Décembre 96. Il est né en même temps que Wanadoo quasiment. C'est fou ça. Ça va JB, merci d'être là. Super, merci pour l'invitation. JB, vous le connaissez peut-être, c'est JB de The E-Collection, un YouTuber qui a franchi la barre du million d'abonnés il y a quelques mois de cela. Voilà, tu traites de toute l'actualité tech. Évidemment, au début c'était Apple, mais maintenant tu t'intéresses à la mobilité, automobile aussi bien sûr, et à l'actualité Google parce que évidemment tu es là aussi pour nous raconter un petit peu ce qui va se passer concernant cette Google I.O. Gros rendez-vous, hein, vous le savez, dès qu'on arrive, mai-juin, 2 gros rendez-vous. La Google I.O. Qui donc présente en fait à tous les développeurs les nouveautés de Google dans le domaine de la cartographie, mais aussi de Gemini, parfois aussi du hardware. Et des OS. Et des OS aussi, avec Chrome sans doute. Et Android. Et Android, forcément. Et puis un petit peu plus tard, en juin, c'est la WWDC d'Apple. On en parlera d'ailleurs, hein, puisque même si elle se déroule en juin, elle a été annoncée pour le 8 juin, en tout cas la keynote. Et on commence à avoir quelques bribes d'informations concernant cette keynote, qui est très attendue parce qu'on attend forcément Apple au tournant concernant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Que vont-ils nous sortir de leur chapeau ? Ce sera la question qu'on se posera tout à l'heure. Mais pour débuter, donc, on va revenir sur cette victoire pour Sam Altman dans la guerre de l'intelligence artificielle. La décision est tombée, je le disais, hier soir. On l'a vécu en direct dans Tech & Co. Elon Musk a été débouté par la justice dans le cadre de son projet contre OpenAI. Et pour cause, c'est une question de calendrier. Il y a prescription. Léa Benaïm nous expliquait ça ce matin dans Good Morning Business. Et oui, c'est trop tard car cela fait plus de 5 ans qu'OpenAI a pris un virage commercial et Elon Musk a déposé sa plainte seulement en 2024, tout en connaissance de cause. La justice n'a donc finalement pas jugé le fond du dossier, donc on n'aura pas la réponse à cette fameuse question. Est-ce que les 38 millions de dollars donnés par Elon Musk en 2015 ont servi à enrichir OpenAI ? À la sortie du tribunal, l'avocat de Sam Altman n'a pas mâché ses mots. Selon lui, ce verdict confirme, je cite, une tentative hypocrite de saboter un concurrent. De son côté, Elon Musk a dénoncé sur X une juge militante qui aurait créé un épouvantable précédent. Un tweet rapidement supprimé avant que son avocat annonce faire appel. L'enjeu était tout de même énorme. Elon Musk voulait faire annuler la transformation d'OpenAI vers un modèle lucratif, ce qui aurait pu compromettre sa possible entrée en bourse et sa capacité à lever des milliards de dollars. Mais avec cette décision, Sam Altman ressort donc renforcé. OpenAI peut poursuivre sa restructuration et accélérer sa croissance dans l'IA.
Alors voilà, c'était un procès attendu. L'issue était aussi très attendue. Ça n'a pas fait un pli. Finalement, en 2 heures, les juges publics ont décidé en fait qu'il y avait prescription. Allez, emballé, c'est pesé. Alors, je crois que Elon Musk va faire appel, mais est-ce que ça va servir à quelque chose ? Je ne sais pas. Rappelons quand même le contexte. Pourquoi Elon Musk en voulait à Sam Altman ? Parce que Elon Musk était au début de l'histoire d'OpenAI. Tristan, peut-être que tu peux rappeler tout ça aussi bien que moi. Hein. Oui, au départ, en fait, visiblement, il disait faut se méfier, l'IA, ça peut être dangereux, ça pourrait mal tourner, il faudrait un truc qui est ouvert, à but non lucratif. Qui est ouvert comme Open. Voilà, d'où le nom OpenAI, qui veut plus rien dire aujourd'hui, parce que c'est le plus fermé de tous. C'est plutôt monnaie. Surtout, ils avaient peur d'être face à Google, de laisser le terrain à Google, et donc il a filé 38 millions de dollars. Et puis voilà. Maintenant, je suis pas sûr que Sam Altman, il n'a pas trébuché ce coup-ci, mais enfin, il ressort pas grandi de l'affaire quand même. Ça a été l'occasion de discuter de pas mal de choses. Ouais. Franchement, ils ont soulevé un bout du voile, et ce qu'on a vu, c'était pas terrible. Hein. C'était pas terrible. Et puis, malgré tout, il y a une frustration parce que l'affaire n'a pas été jugée sur le fond. Simplement, comme il y a prescription pour une sombre histoire de date, on ne saura pas véritablement ce qu'il en ressort de cette histoire. La prescription, c'est une manière très très polie pour la justice de ne pas avoir à juger. Ouais, et de ne pas soulever le truc, le voile dont Tristan... oui, parce que j'ai entendu dire que en fait, une des partenaires qui est la mère de 4 des enfants d'Elon Musk travaillait en fait chez OpenAI et était plus ou moins pilotée par Elon Musk à distance pour avoir des infos après qu'il soit parti en claquant la porte. Elle lui demandait dans des textos est-ce que tu veux que je reste ou est-ce que c'est mieux que je parte, etc. Enfin. Donc déjà, ça, c'est pas terrible. Et puis, pour Musk, c'est pas terrible pour elle. Et c'est pas terrible non plus pour Altman, qui a été un peu... ça a permis de révéler un peu sa personnalité et sa tendance à raconter exactement ce que les gens ont envie ou besoin d'entendre et avoir une distance importante avec la vérité, on va dire. En tout cas, ça ne stoppe pas la prochaine introduction en bourse, et c'est ça qui fait qu'on peut dire que c'est une victoire pour Altman. Ouais. Mais vous pensez que c'est un procès fini et que c'est enterré, ou ça peut continuer parce que justement, comme ils n'ont pas vraiment jugé le fond, jugé le fond et juste la forme. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on peut revenir sur une prescription, ou est-ce que je ne sais pas comment ça se passe juridiquement là, parce que Elon Musk évidemment peut faire appel, mais pourquoi faire ? Il a annoncé qu'il faisait appel. Oui, mais ça sert à quoi en fait ? C'est à partir du moment où il y a prescription. C'est ça que. Alors peut-être qu'il y a un angle différent d'attaque. Je ne sais pas. Si l'appel est suspensif. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que rien n'a été tranché sur le fond, et on est face à une organisation fondée pour le bien de l'humanité qui est valorisée plus de 850 milliards de dollars, et on a demandé leur avis à personne, et notamment pas aux utilisateurs. Ça me semble être un sujet de fond qui méritera d'être tranché un jour. Ouais. Est-ce que ça va empêcher l'introduction en bourse d'OpenAI ? Sans doute pas. Il serait pas mal qu'elle se passe bien pour que celle de SpaceX puisse se passer dans de bonnes conditions aussi. Enfin, on est face à 2 égos et 2 personnalités surdimensionnées qui s'affrontent par médias interposés. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir qu'encore une fois, la justice ne prend pas parti. Ils ont refermé la porte sans avoir même visité la maison. Après, les conséquences d'un jugement plus sévère pour OpenAI auraient été catastrophiques, finalement. Oui. Ça aurait peut-être fait accélérer l'explosion de cette bulle d'IA qu'on évoque souvent dans Tech & Co. Non ? Philippe, si tu étais juge, toi, tu t'aurais tapé dans le tas et t'aurais... Juge de Vost. J'en sais rien. Je t'imagine avec ta robe. Ta responsabilité. T'imagines, t'arrives, tu laisses le process dérouler. On démontre qu'effectivement, il y a eu tromperie, que ce qui était à but non lucratif est finalement devenu une boîte avec une valo absolument hallucinante.
et du coup tu plantes cette valo, enfin, et tu plantes la boîte, tu plantes l'introduction en bourse, et là en fait t'es le type avec l'aiguille qui va percer la bulle de l'IA. Est-ce que tu as envie d'avoir ça sur ta conscience en tant que juge? Mais si ça peut faire tâche sur ton CV, tu vois. Oui, mais tout dépend de savoir ce que tu défends quand tu es juge. Est-ce que tu défends la justice? Est-ce que tu défends ton parcours et ta prochaine nomination comme procureur ou je sais pas quoi? Le sujet, me semble-t-il, c'est... il y a le fait de juger sur le fond, de dire ce qui était une organisation à but non lucratif manifestement ne l'est plus, très manifestement. Et d'autre part, sur la question de la valo que tu évoquais, Tristan, la valorisation, c'est une opinion. Il se trouve que c'est l'opinion qu'avaient les derniers investisseurs qui sont rentrés lorsqu'OpenAI a élevé 122 milliards de dollars. Mais normalement, un investisseur bien informé, bien éclairé, met dans la balance de la valo les risques associés au procès ou à ce qui est en cours. Donc chacun prend son risque. Oui, mais qui se trompe ou pas, on est bien loin des quelques dizaines de millions refilés par Musk dans une optique de but non lucratif. Oui, mais... Là, on est qui se soit trompé ou pas, la valo est tellement stratosphérique qu'on sait bien que OpenAI, ça vaut beaucoup d'argent. Non, mais en fait, il y a deux questions. Il y a une question qui est, est-ce que les 38 millions apportés par Musk au tout début, qui sont pas une petite somme quand on démarre une affaire pareille, valent effectivement les 130 à 150 milliards de dollars que Musk réclamait? Est-ce que c'est un sujet d'argent ou est-ce que c'est un sujet qui va plus sur le fond, qui est encore une fois... Ou bien, est-ce que finalement, troisième possibilité, sur les deux que tu évoques, j'en rajoute une troisième, et finalement, est-ce que c'est pas l'occasion pour Musk, qui a une boîte qui fait de l'IA qui est pas quand même géniale, enfin en tout cas qui est pas dans les deux premiers, de dire je vais dézinguer un potentiel concurrent et je vais remonter dans l'Iran. Après, ça c'est mon dernier commentaire là-dessus, c'est on peut faire il y a cette histoire de parallèle temporel qui est de dire pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas manifesté plus tôt? Il pensait avoir monté une boulangerie de quartier solidaire avec un copain et il s'aperçoit que c'est devenu une chaîne de boulangerie et il n'a pas râlé plus tôt. Il y a un parallèle intéressant. Ce genre de choses, ça se produit et ça ne fait pas nécessairement l'objet de procès. Je pense qu'il y a les égos d'Altman et de Musk qui sont en jeu. Mais il y a un truc dont il faut se souvenir, et notamment JB qui a beaucoup suivi Apple, je crois, au début. Souvenez-vous du sauvetage d'Apple par Microsoft. Quand Jobs enterre la hache de guerre, Microsoft met de tête à peu près 200 millions de dollars pour permettre à Apple de boucler l'année. Et donc prend une part du capital d'Apple. Sans droit de vote, si je me souviens bien. Sans droit de vote, mais pour s'éviter probablement un antitrust. Voilà, exactement. Quelques années plus tard, ils la revendent. Ils font une plus-value ils font peut-être un x2. Mais Microsoft aurait pu râler en disant, mais en fait, si j'avais gardé l'injection de cash que j'ai faite dans Apple au moment du sauvetage, est-ce qu'elle vaudrait quand Apple a dépassé les 1000 milliards, puis les 2000 milliards, les 3000 milliards? Voilà, mais ça c'est du rétroviseur. Bon, écoutez, visiblement Elon Musk a fait appel. On verra ce que ça donne, cette histoire-là, mais c'est assez intéressant à suivre. On verra bien. Tiens, petite actu qui vient de tomber aussi. Est-ce que vous connaissez Andrej Karpathy? Oui. Voilà, Andrej Karpathy, c'est quand même l'un des pontes de l'IA. Ce monsieur est un chercheur très respecté qui est passé par Tesla. C'est lui qui a développé, entre autres, tout ce qui est autopilote et conduite autonome chez Tesla. Donc, c'est pas rigolo, quoi, si vous voulez. Après, il est parti chez OpenAI. Ensuite, il est reparti d'OpenAI. Il est revenu et là, il vient d'annoncer qu'il quittait OpenAI pour Anthropic. Voilà, donc il va carrément chez les ennemis. Vous voyez, ça bouge quand même dans ce milieu-là. Alors pourquoi on va dire cette pépite de l'IA, cette grande figure de l'IA moderne quitte ChatGPT? On ne le sait pas, il ne le dit pas, mais ça vient de tomber. Je voulais qu'on évoque cette information parce que voilà, ça prouve encore une fois que ça bouge beaucoup. Toutes ces boîtes, c'est des vases communicants. Tous les talents vont et viennent. On se rappelle évidemment de Mark Zuckerberg qui avait charmé à coups de centaines de millions de dollars les plus grandes pontes de l'IA pour qu'ils viennent travailler sur ces modèles à lui. Mais ça bouge aussi entre Anthropic et ChatGPT, et en tout cas OpenAI.
Anthropic est dans une position qui est géniale pour l'instant parce que ils sont pas pris dans ces batailles d'ego surdimensionnées auxquelles on est en train d'assister. Ouais. La bataille d'ego entre Musk et OpenAI, elle confirme juste le fait que Grok est en train de perdre du terrain pour l'instant, et c'est quand même à tel point que Musk loue Colossus, son gigantesque data center, à Anthropic pour plusieurs dizaines de milliards de dollars. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est ça. Et Anthropic, lui, est sur une ligne de crête, continue de se développer de manière extraordinaire en termes de revenus, n'est limité que par l'accès aux ressources de production de puissance, hein, parce que l'IA, c'est de la conversion d'électricité en token, ni plus ni moins. Ils ont réussi pour l'instant à ne pas se faire trop tordre le bras par le gouvernement américain, tout en étant les défenseurs des grandes entreprises américaines avec Mythos. Enfin, ils sont exactement au bon endroit. Et donc aller récupérer un Karpathy, c'est juste en train de valider une thèse qui est que y a ceux qui bossent et ceux qui s'engueulent et ceux qui parfois courent trop de lièvres à la fois, d'où le grand resserrement, l'alerte rouge interne d'OpenAI fin d'année dernière pour resserrer les rangs, parce que Anthropic trace son sillon. C'est impressionnant. Bon, écoutez, voilà, le mercato de l'IA n'est pas prêt de s'arrêter, hein, JB, ça bouge beaucoup en tout cas. Il est 19h46, je vous propose maintenant de rester dans la Silicon Valley. On s'arrête à quelques dizaines de kilomètres de San Francisco pour faire un point sur la Google I.O. JB, peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est cette Google I.O. qui existe depuis pas mal d'années, qui est un rendez-vous qui prend de l'ampleur d'année en année parce que tout le gratin de Google monte sur scène pour en fait charmer les développeurs et leur montrer surtout ce à quoi va ressembler Google dans les mois et les années qui viennent. C'est ça, la Google I.O. c'est l'événement des développeurs fait par Google pour les développeurs, mais pas que, parce que du coup ils présentent tous les OS qui seront au final utilisés par les consommateurs. Donc ils présentent toutes leurs nouveautés, tout ce qu'ils ont sous le coude dans leur petit sac pour dire voilà, on a ça comme outil, on a ça à vous proposer, voilà ce qui sortira pendant toute l'année. Et ça a commencé même la semaine dernière avec un premier jet que Google a pu donner sur les nouveautés qui arriveront sur Google Maps, qui va pouvoir changer, qui va avoir une cartographie en 3D, qui va zoomer, dézoomer, selon si on s'approche d'un pont pour mieux voir la sortie. Enfin bref, ça va très très loin. Les versions d'Android 17 qui vont être annoncées également, tout un tas de nouveautés bien entendu liées à Gemini, avec de l'IA, parce que c'est un peu le mot, enfin les deux lettres depuis quelques années, c'est IA à tout prix. Et aujourd'hui, tout fonctionne chez Google avec du Gemini derrière. Et là, ils ont annoncé depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure, 45 minutes, beaucoup d'annonces de nouveautés justement liées à Gemini qui vont être disponibles dans les prochaines semaines ou les prochains mois. D'abord aux États-Unis, comme souvent, et ensuite ça arrivera peut-être chez nous. Et ça arrivera donc sur Android. Sur Android. Et puis après sur Chrome, donc sur Chrome. Tous les navigateurs Chrome. Exactement. Ce qui fait qu'on l'aura aussi sur PC, sur Mac, etc. etc. Ouais. Et même sur des PC qu'ils ont sortis la semaine dernière, ils ont annoncé des ordinateurs Google qui s'appellent les Book, j'ai plus le nom en tête. Enfin les Google Book, je crois, non? Ouais, quelque chose comme ça. Mais ça tourne sous quoi? C'est quoi l'OS là? C'est du Chrome OS? Ou c'est un OS particulier? Je crois que c'est un Android qui est boosté, un peu boosté aux hormones. J'ai plus l'info en tête, mais faut Aluminium. Mais je crois que c'est sur du Windows de base, non? On va regarder tout ça. Ça rassure. Parmi toutes les infos qui ont été annoncées, là, il y en a une qui est très intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a beaucoup parlé d'OpenClaw il y a quelques temps de cela. Ce truc génial qui permet de prendre la main sur votre PC et de faire toutes les tâches ingrates qu'on n'a pas envie de faire sur son PC. Eh bien, Google lance sa réponse à OpenClaw qui s'appelle Gemini Spark et qui est un agent IA qui sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui va pouvoir bien faire les actions à la place de son utilisateur. Ce qui est génial, c'est que là, rien n'est à installer sur l'ordi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un PC dédié à ça, puisque tout est dans le cloud. Voilà. Et donc, c'est quand même une petite révolution, c'est-à-dire que ça va tourner sur une machine virtuelle qui sera dans le cloud, qui sera fournie par Google. Donc, on n'aura plus besoin d'un PC spécifique pour avoir cet agent IA qui tournera en fait sur votre PC. C'est intéressant. Donc, à voir aussi comment ça va marcher, tout ça. Autre info très intéressante, vous savez qu'on est tous victimes aujourd'hui des fake news et des fausses images IA qui sont tellement réalistes parfois qu'on n'arrive plus à savoir si c'est une image
réalistes ou générés par l'IA, eh bien Google a une réponse là-dessus. Ils sortent un truc qui s'appelle ScentID et qui arrivera sur le moteur de recherche de Google et qui, en fait, pourra authentifier si une image est générée par l'IA ou pas. Donc c'est intéressant. Maintenant, il faudrait que ça arrive sur les réseaux sociaux, parce que si c'est que sur Google, ça va être un peu limite quand même. Mais on voit que, malgré tout, il y a cette prise de conscience. Pour le Google Book, l'ordinateur, c'est bien sous Chrome OS. C'est Chrome OS, voilà. Qui marche très très bien aux US et pas très bien en France d'ailleurs, Chrome OS. C'est un truc qui passe beaucoup moins populaire ici en France. C'est vrai. Parmi tout ça, je crois que tu as une petite annonce à nous faire. JB, il est 19h50. Google annonce aussi un partenariat avec Samsung. Avec Samsung, des lunettes connectées. On sait qu'aujourd'hui, c'est Meta qui est vraiment le chef en la matière avec son partenariat avec Ray-Ban et Oakley. Depuis quelques années, ils proposent leur version et leur vision de lunettes connectées, justement pour prendre des photos avec de l'IA embarquée, mais c'est derrière Meta qui gère tout ça. Et bien là, Google va s'allier à Samsung, non pas pour refaire un peu des Google Glass, mais pour refaire vraiment ce qui marche au quotidien, c'est-à-dire les Meta Ray-Ban. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas avec Ray-Ban, puisque c'est déjà pris par Meta, mais ce sera avec deux autres lunetiers, Gentle Monster, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ils sont moins connus que... Ils sont beaucoup moins connus. Enfin, en tout cas, en Europe. Peut-être qu'aux États-Unis, il y a une certaine popularité. Warby Parker. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissiez. Non. Voilà, c'est deux lunetiers qui, l'un est beaucoup plus axé mode et l'autre beaucoup plus axé lunettes de vue. Donc des lunettes qui sortiront à l'automne avec le hardware de Samsung, avec l'écosystème Galaxy, l'IA de Google, donc Gemini intégré. Et c'est Android XR. C'est Android XR qui est derrière tout ça. Alors il n'y a pas d'écran sur les verres, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'écran sur les verres. Juste donc vraiment un comparo de ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur les Meta Ray-Ban, mais pas les Meta Display. D'accord. Ce sont celles avec le petit écran sur le verre. Donc, micro, caméra, haut-parleur, IA intégré, autonomie, ça se recharge dans le boîtier, exactement comme ce que Meta peut faire aujourd'hui. Sauf que quand tu poseras des questions à l'IA, ça sera celle de Gemini qui sera derrière. Qui répondra, qui est un petit peu plus performante que celle de Meta quand même. Oui. Pour l'avoir testé, c'est vrai que... Sachant que Meta, à côté, il y a une semaine, a annoncé déjà les dates de sa Meta Connect qui aura lieu fin septembre 2026. Oui, où là, on peut où il devrait annoncer des nouvelles aussi. lunettes avec une nouvelle intelligence artificielle derrière. Bref, je pense que c'est vraiment l'année des lunettes connectées. Il y en a partout. Tous les constructeurs s'y mettent et je pense que ça va être bien pour justement... avoir un peu plus de concurrence et relancer un peu ce marché et avoir des nouveautés. Messieurs, c'est un signe aussi que ça commence à prendre la racine des lunettes connectées, parce que c'est vrai que Meta ne faisait pas cavalier seul, mais disons que c'était, on va dire, la seule boîte sérieuse qui lançait des lunettes connectées. Là, on voit que maintenant, toute l'industrie chinoise s'y met, Google s'y met avec Samsung, ça commence à devenir sérieux, j'ai l'impression. Puis Apple attendra probablement que le sujet soit totalement validé, qu'ils aient complètement maîtrisé les questions d'autonomie, etc., pour sortir les siennes. Pour moi, le cas d'usage qui est le cas d'usage ou le défi technologique qui est le plus délicat, c'est que lorsque la lunette connectée commencera à afficher des informations en surimpression, ce qui était le projet initial de Google Glass d'ailleurs. C'est-à-dire que tu vois dans ton champ de vision des informations supplémentaires. Et pour moi, le défi colossal, ça va être de combiner ça avec des verres de vue. C'est-à-dire comment industrialiser la production de verres adaptés à la vue d'une personne, tout en insérant dedans la couche. La couche d'écran pour faire mettre l'affichage en surimpression. Et ça, à mon avis, c'est une prouesse. On voit déjà, je pense qu'une des raisons de l'échec de l'Apple Vision... Il y a pas mal de technologies où, en fait, l'image est projetée. En fait, il y a un mini-projecteur. Ouais. Le verre, en fait, en lui-même, n'est pas... Alors, il a été conçu pour bien refléter ce qu'on projette, mais ce n'est pas un verre qui intègre de l'électronique, finalement, tu vois. Donc, absolument. Mais il te reste un paquet de réglages pour avoir les bonnes distances focales. Bien sûr. D'ailleurs, c'est moi ce que j'avais découvert dans les premiers lancements du Vision Pro d'Apple, c'est que pour les personnes qui avaient besoin de correction, il y avait tout un partenariat avec Zeiss pour ajouter des petits modules qui permettaient d'ajuster la distance. Donc pour moi, ça c'est le défi. Après, les cas d'usage, à mon avis, ils vont se démultiplier une fois qu'on aura rajouté de l'information visuelle à l'information sonore.
Mais là, moi, je sais que j'avais ramené les Meta Display des États-Unis, que j'ai toujours, avec le petit écran, que j'utilise de temps en temps. Mais c'est très limité quand même dans l'usage parce que c'est vraiment propre à Meta, donc on n'a que l'écosystème de Meta avec WhatsApp, Instagram et Messenger de Facebook. Oui, parce que c'est très fermé comme système. Mais on peut mettre ses lunettes à sa vue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un tout petit espace de plus ou moins selon le problème de vue qu'on a pour avoir la disponibilité de son verre, de le mettre à sa vue. Donc, c'est possible aujourd'hui de mettre ces fameuses méta-displays à sa vue, mais pas si vous ne voyez rien. Enfin voilà, c'est vraiment très limité sur la possibilité. Ça ne corrige pas tous les problèmes de vue. Exactement. En fait. Si on est trop astigmate ou trop myope, ça ne marche pas. Ça. Mais c'est déjà possible aujourd'hui, donc je pense qu'avec la technologie qui va s'améliorer, ce sera beaucoup plus simple demain. Tristan ? Moi, ce qui m'interroge, c'est l'acceptabilité sociale de ces lunettes. C'est-à-dire que moi je porte des lunettes et j'ai souvent des écouteurs, donc je me dis des lunettes qui font écouteurs, etc. Ça peut être sympa pour faire des visios ou ce genre de trucs. Mais alors le fait qu'il y a une caméra et que je filme des gens où que j'aille avec mes lunettes, je pense qu'il y a un moment, on va me faire une remarque un peu désagréable en me disant t'es gentil, mais toi t'es en train de filmer tout le monde ici et c'est pas et peut-être même d'enregistrer et c'est pas quelque chose qu'on accepte ici parce qu'on veut pouvoir parler librement, on veut pouvoir se rencontrer sans être enregistré, sans qu'il y ait des preuves qu'on s'est rencontrés, etc. Et donc il faudra avoir sa deuxième paire de lunettes déconnectées. Parce que pour certaines discussions confidentielles, il faudra enlever ses lunettes, les mettre dans la boîte de charge, remettre ses lunettes normales, ses lunettes de base, pour pouvoir avoir une discussion confidentielle. C'est intéressant ce que tu dis, tu parles de confidentialité, mais finalement, c'est jusqu'où va la confidentialité, tu vois ? Je suis en train de déjeuner avec Tristan, il pourrait être gêné, par exemple, si j'ai des lunettes avec des caméras, parce que même s'il n'y a rien de très secret de ce qu'on peut se raconter, c'est quand même assez gênant finalement. Pourquoi enregistrer tout le temps des choses, quoi, tu vois, c'est vrai que et avec l'IA, ça va être un cas d'usage du genre mais rappelle-moi cette conversation qu'on a eue au resto. Oui, alors tu lui poses la question, il te dit vous avez déjeuné au resto tel jour et vous avez abordé tous ces sujets. Ah oui, donc en fait, tu vois, ça va proposer d'enregistrer, surtout avec Google, le cloud, l'IA, la synthèse, etc. Quand même à un moment, tu vois, c'est comme la génération d'images par l'IA. Je trouve ça cool jusqu'au moment où tu vois les fake news qui vont avec, et là tu dis là on commence à avoir. Il y a un deuxième effet qui se coule. Sur une techno qui était rigolote au départ et qui met mal à l'aise avec... Il va y avoir un sacré sujet de cybersécurité. Voilà, bien sûr. Sacré sujet de cybersécurité, parce que la prise en main à distance, à la suite de ton plein gré de tes lunettes pour pouvoir avoir accès à des scènes... Déjà, avoir ton mot de passe sur un POSIX, c'était stupide, mais là, quand tu auras des lunettes connectées, ça peut être dramatique. Oui, tu as raison, sur notamment toutes les passphrases qu'on note sur un morceau de papier et qu'on veut révéler. Il faudra enlever ces lunettes très très souvent. Souvent, oui. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple, les Ray-Ban Meta filment, il y a une petite lumière qui s'allume pour montrer justement à la personne que vous êtes en train de regarder qu'elle est filmée. Mais le souci, c'est qu'il y a des hackers qui très facilement piratent ce truc-là et enlèvent la petite lumière en fait. C'est ça. Certaines personnes qui captent pas qu'il y a une lumière qui s'allume. Oui, parce que ça reste assez fin. Oui, c'est assez discret, léger, finalement. Et quand on est en plein jour, on voit rien. Et tu peux mettre un autocollant sur la LED et personne ne verra que tu as. Oui, c'est clair. Tu peux mettre aussi un autocollant. C'est allumé, quoi. Ouais, c'est clair. Il est quasiment 20h. On va suivre quand même encore la Google I.O. parce que c'est pas terminé. Je crois que ça dure 2 heures. Hein. Oui, ça dure très longtemps et je crois qu'il y a encore beaucoup d'annonces. Voilà, ça commence à 19h, donc il nous reste encore 1 heure. Mais on va malgré tout avancer sur d'autres sujets. On va s'intéresser notamment à la WWDC d'Apple. Puis je sais pas si vous avez suivi ce concours qui, moi, m'a amusé tout le week-end. C'est ce concours entre les robots et les humains qui triaient des colis. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Insta, sur mon fil Insta, j'avais des lives de robots qui ne faisaient que trier des colis et j'étais fasciné par ce truc-là en fait. C'est dingue, presque hypnotisé. On va tout vous expliquer pourquoi. Vous restez là, Tech & Co la quotidienne avec JB de The E-Collection, Tristan Nitto et Philippe Devost. À tout de suite.
Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. On débriefe ensemble l'ActuTech de ce mardi 19 mai 2026 avec ce soir sur le plateau de Tech Co Tristan Nitto, Philippe Devost et JB de The E-Collection. Une actualité assez dense ce soir puisque, je vous le rappelle, se déroule actuellement en Californie la Google I.O., cette grande conférence des développeurs où Google met bombe le torse, j'ai envie de dire, pour présenter en fait toutes ces nouveautés et notamment concernant l'intelligence artificielle pour séduire à la fois les développeurs qui vont l'intégrer dans les applications qui arriveront sur les téléphones Android, etc. Mais pas que, en fait, ça intéresse aussi le grand public. On la suit toujours avec JB et dès qu'il y a des annonces intéressantes, autres que les lunettes qu'on a annoncées il y a un instant, puisque, je vous le rappelle, a été annoncé des lunettes connectées en collaboration avec Samsung et Google, qui devraient sortir à l'automne. S'il y a d'autres annonces comme ça, évidemment... Sur le petit buzzer. Tu appuies sur le petit buzzer, bien évidemment. Comme ça. Et pourquoi il y a un buzzer et pas nous? C'est JB. C'est l'âge. Oh, c'est l'âge. Oh, j'ai failli dire un mot, un nom d'oiseau, mais je me suis retenu. Parce que je me suis dit, non, quand même, on ne va pas exagérer. On enchaîne maintenant avec un autre moment qui va être important, c'est le 8 juin, et Apple l'a annoncé hier, le 8 juin à 19h, la WWDC d'Apple. C'est rigolo parce que c'est vraiment en fait, l'événement miroir de Google organisé par Apple. C'est exactement la même chose, mais version Apple, où ils vont annoncer tous leurs prochains logiciels et surtout, peut-être, enfin, leur intelligence artificielle qui devrait marcher. Parce qu'ils ont déjà annoncé Apple Intelligence il y a 2 ans maintenant. 2 ans. Et bon, ça marche, mais des promesses qu'ils avaient eues aujourd'hui, on n'en a pas eu beaucoup. Donc je pense que, voilà, c'est pas je pense, mais ils ont dit qu'ils allaient attendre bien 1 an, 2 ans pour retravailler de fond en comble la copie et donc présenter ça le 8 juin prochain. Donc on a hâte de voir qu'est-ce qu'ils nous proposent à la fois sur le software et sur le hardware parce que normalement, il pourrait aussi y avoir des produits liés à tout ça. On a parlé des lunettes chez Google et Samsung. Peut-être qu'Apple aussi se lancerait sur le modèle des lunettes. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que JB, il va chaque année. Tu vas à la WWDC, tu vas à Cupertino dans ce fameux, le campus Apple. C'est intéressant parce que là aussi, les places sont hyper chères, en fait, pour les développeurs. C'est un peu le Graal d'arriver là-bas. C'est une loterie, en fait. C'est une loterie. Les développeurs s'inscrivent sur le site d'Apple pour, pourquoi pas, être invités. S'ils sont tirés au sort, ils vont payer leur place pour pouvoir aller sur place. Oui, c'est la green card de la WWDC. Mais à l'inverse des années précédentes, avant Covid, aujourd'hui, tout est possible d'être suivi en ligne depuis chez soi. Donc finalement, être sur place, ça permet, quand tu es développeur, de rencontrer les développeurs et les ingénieurs Apple. Mais tu peux totalement, si tu es développeur, regarder ça depuis chez toi et pouvoir... si tu n'as pas eu cette chance d'aller là-bas, quand même, avoir ce lot de consolation. Parce que c'est quand même une WWDC sous haute tension, JB, parce que, effectivement, tout le monde attend Apple au tournant concernant l'IA. Ouais. Voilà. Il faut qu'ils dégainent quelque chose. On aura sans doute un Siri 2 qui va arriver avec Gemini, on le sait. Est-ce que ça va être prêt à temps? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Google va le pré-annoncer peut-être ce soir? On va guetter ça. Ça peut être intéressant aussi, voilà. C'est aussi peut-être la passation de flambeau entre Tim Cook et John Ternus qui va être le nouveau CEO d'Apple au 1er septembre. Enfin, il y a plein de choses quand même intéressantes. Ouais. Ça va être passionnant de suivre cette keynote. Je pense que Tim Cook va justement se servir de cette dernière keynote qu'il va faire pour justement mettre un terme à ce qu'il a introduit finalement il y a peut-être 2 ans avec l'intelligence artificielle et donc Apple Intelligence et dire voilà, maintenant les bases sont posées de ce que moi je vous ai proposé depuis bientôt 15 ans. En septembre, vous verrez la suite sur quoi ça va être disponible, comment ça marchera, sur les produits, etc., qui devraient peut-être plus être annoncés à la rentrée que d'être annoncés là, le 8 juin prochain, pour laisser finalement John Ternus inaugurer une nouvelle gamme de produits, des nouveaux usages et des nouvelles fonctionnalités. Enfin, Tim Cook a fait des choses merveilleuses chez Apple, mais il n'a pas réussi le virage de l'IA, ça c'est clair. Parce que rappelle-toi... l'un des seuls points qu'il n'a pas réussi. C'est clair, finalement. Oui, mais il faut le signaler quand même. Bien sûr. Parce que ça a été annoncé en 2024, Apple Intelligence, et pendant 2 ans, ça a été le désert total. Les fonctionnalités IA qu'il y a sur l'iPhone, franchement, c'est pas révolutionnaire. Ça vous intéresse, ce type de rendez-vous, WWDC? Carrément. Tristan? Ben oui, parce qu'en fait, pour eux, chez Apple, comme Google, dont on parlait tout à l'heure, donc c'est des conférences pour les développeurs et ce sont des entreprises qui sont des plateformes.
Donc soit mobile, soit sur le web. Ils ont tous les deux des navigateurs, etc. Et ils fournissent aussi des services d'IA. Ça veut dire qu'ils fournissent des API, des fonctionnalités pour les développeurs. Et évidemment, pour que leur plateforme soit attirante, il faut que les applications soient attirantes. En fait, les utilisateurs, ils utilisent des applications, ils n'utilisent pas des systèmes d'exploitation. Ils sont bien obligés de passer par les systèmes d'exploitation, mais fondamentalement, ce qui vous intéresse, c'est d'utiliser telle ou telle app. Et pour ça, si vous poussez de l'innovation dans vos plateformes, pour qu'elles soient intéressantes pour l'utilisateur, il faut qu'elles soient utilisées, leveragées par les applications. Donc il faut prévenir les développeurs à l'avance pour qu'ils aient le temps de mettre à jour leurs applications, pour que le jour où ça sort pour le grand public, les applications en tirent parti. Donc c'est toute la valse, si je peux me permettre, c'est toute la valse qu'il y a entre l'éditeur du système d'exploitation et ses développeurs. C'est pour ça que les versions bêta, les grandes versions bêta des OS d'Apple sortent au moment de la WWDC. Et au passage, je précise à JB que Google I.O. c'est la réplique de la WWDC et pas l'inverse, parce qu'en fait, Apple a démarré cette grand-messe. Il y a des décennies. Il y a des décennies. Mais l'idée, c'est de préparer avec les versions bêta les développeurs à commencer à jouer et à leur permettre de mettre à jour leur application, tout en permettant à Apple de repérer les bugs liés aux applications. Donc c'est une espèce de pas de deux dans lequel ils ont l'écosystème a besoin d'Apple et Apple a besoin de son écosystème. Pas qu'aux développeurs, parce que depuis quelques années, il y a des bêtas publiques qui permettent aux consommateurs de tester les fameuses bêtas et aussi de rendre compte à Apple sur il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche bien, voici ce qu'il faudra améliorer. Et ça aide beaucoup Apple justement pour essayer de rendre un peu plus stable ces OS qui, si on se rappelle, il y a peut-être 10 ans, parfois à leur sortie ne marchait pas. Il y avait plein de bugs, etc. Ouais. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu geek et si ça vous intéresse, c'est vrai, quand vous êtes dans l'onglet mise à jour de votre iPhone, il suffit de cocher en fait possibilité d'avoir les mises à jour bêta. Il n'y a rien d'autre à faire, en fait, je crois. Et automatiquement, ça va vous pusher les mises à jour bêta. Si elle est disponible. Si elle est disponible, bien sûr. Et en général, elles sont très stables, parce qu'ils ne vont pas s'amuser à mettre des trucs qui ne marchent pas. Mais c'est intéressant. Il faut définir en général. C'est-à-dire que si tu te sers de ton Mac ou de ton iPhone tous les jours pour le boulot, pour faire des choses très critiques, tu prends un petit risque. Voilà, et y compris notamment quand tu es dans le monde des médias pour utiliser ce qui est devenu une caméra semi-professionnelle. Alors, là, tu as intérêt peut-être à te réfréner ou en tout cas à attendre. Moi, mon conseil, c'est attendez 48 heures, lisez bien tous les commentaires sur les forums. Et là, vous allez commencer à savoir s'il y a un risque de désastre ou pas. Mais là, il y a un truc, tu fais un pari, est-ce que tu vas être gagnant ou perdant, t'en sais rien, mais tu vois, quand il y a une nouvelle interface utilisateur qui arrive là, avec leur glace, machin, leur truc, les Quick Glass, c'est rigolo, mais moi, sur mon Mac perso, je ne l'ai pas installé encore. Enfin, j'ai vu à quoi ça ressemblait, c'est rigolo, je l'ai sur mon téléphone, mais je vois bien que c'est pas... C'est stable, hein. Non, oui, c'est stable, mais c'est pas réussi. C'est pas de ton goût, on va dire. Il y a une question de maturité et il y a aussi une question de déploiement dans les applications. C'est-à-dire, est-ce que les applications, elles ont été bien pensées pour marcher avec cette nouvelle interface où il y a quand même des trucs qui changent. Alors, parfois, non, tu vois. Voilà, c'est pas la faute d'Apple. Mais c'est ce dont on parlait. C'est-à-dire qu'il faut que les développeurs l'adoptent pour que ça soit vraiment bien fait. Et moi, je passe mon temps sur des ordinateurs et des smartphones. Et pour ma productivité et ma santé mentale, je ne le fais pas. J'ai envie de le faire, mais je me restreins en ne le faisant pas parce que je veux que ça marche. Oui, t'as le petit Tristan gentil qui dit... sinon je serais sur Windows. On n'y va pas, et puis t'as le Tristan méchant. Vas-y, installe. Philippe. Non, mais ce qui est intéressant sur cette keynote, c'est que Apple est sous pression maximale. On est d'accord. Parce qu'ils vont devoir prouver au monde entier que Siri est autre chose qu'un minuteur vocal, ce qui est quand même sa principale utilisation aujourd'hui. Ils vont devoir démontrer, comme tu le rappelais très bien, que la promesse d'Apple Intelligence, elle va finir par exister quelque part un jour. Moi, j'avoue que je n'ai pas attendu. J'ai commencé à développer ma propre Apple Intelligence sur mon Mac tout seul chez moi, parce que le seul truc qui me manque, c'est le contexte.
On en a déjà parlé ici. Tu verras un jour, JB, quand tu as la chance d'avoir 30 ans d'archives de mails, 30 ans d'archives de rendez-vous, des milliers de contacts, tout ça complètement séparé, et que tu aimerais savoir s'il y a de l'intelligence à l'intérieur, Apple Intelligence ne te fournit pas l'once du début d'indications sur ton graphe social, comment il évolue, ce que tu pourrais faire, quels sont les sujets que tu devrais reprendre, rien. Parce que rien n'est connecté. Alors qu'ils auraient la possibilité de le faire. Ils ne le font pas. Est-ce que c'est pour leur sacro-sainte sécurité Alors, il peut y avoir ça, mais surtout, à mon avis, Apple a un luxe que très très peu d'entreprises peuvent se permettre, c'est qu'ils ont le temps. Personne ne leur reprochera d'être arrivé en retard. Souvenez-vous, quand l'iPhone est personne ne leur reprochera les trucs qui manquent. Souvenez-vous, quand l'iPhone est sorti... On leur a un peu reproché quand même. On le reprochait, oui, mais qui se souvient qu'au début, il y avait un truc qui marchait plus, je me souviens même plus, il y avait une fonction de messagerie basique qui n'était pas intégrée dans la première version de l'iPhone. Les MMS. Oui, c'était les MMS. Ouais. Tout le monde a hurlé à l'époque. Qui s'en souvient aujourd'hui ? Personne. Parce que le reste de ce qu'ils ont fait en prenant leur temps a été admirablement intégré. Et là, sur l'IA, d'une certaine manière, quand on s'appelle Apple, on peut se permettre de vendre la lenteur dans un moment où les gens sont très effrayés et se disent tous l'IA va trop vite, ça nous dépasse. Mais c'est un luxe qu'on peut se permettre que quand on est une très très grande entreprise comme eux. Et surtout que pour beaucoup de personnes, l'IA, encore aujourd'hui, ça s'arrête à ChatGPT finalement. C'est juste poser une question, il nous répond et puis c'est tout. Ça va beaucoup plus loin si on s'y intéresse, mais pour beaucoup, ça s'arrête là. Donc ils se disent, qu'est-ce que l'IA d'Apple va me proposer au quotidien ? Donc tant qu'Apple ne le propose pas, on ne sait pas, donc on ne peut pas se dire, on y manque et on en manque. Donc finalement, il faut mieux laisser le temps à Apple. Moi, j'ai confiance. Je me dis qu'au bout de 2 ans, ils ont appris leurs erreurs, ils ne vont pas présenter quelque chose qui ne marchera pas. S'ils le présentent, c'est que ça va vraiment marcher, qu'ils ont vraiment mis le paquet pour faire en sorte que, justement, enfin, cette intelligence artificielle soit intégrée dans l'iPhone. Il y a l'interface vocale. C'est vrai que Siri, c'est une interface vocale, en fait, un agent conversationnel vocal. Est-ce que l'interface vocale est l'interface, on va dire, qui règle tous les problèmes ? Non. Enfin, il y a plein de gens qui ne posent pas de questions à une machine, en fait. Il y a des gens qui aiment ça, d'autres pas. Franchement, ça fait des années qu'on a des Alexa, des trucs comme ça. Ça n'a pas explosé, quoi, Alexa. Bon, il y a des gens qui s'en servent pour allumer les lumières, mais à part ça, voilà. Moi, l'interface vocale, c'est rarissime que je m'en serve. Je déteste ça. Et j'aime pas d'ailleurs. Ça me fait penser un peu à ton sujet sur les lunettes tout à l'heure, en fait. Oui, et ça convient pas à tout le monde, et il y a certains cas où ça va pas. Et moi, tu vois, tu me dis, je voudrais réserver un hôtel sur une plateforme, ou bien je voudrais aller à tel endroit. Et ben, je préfère 100 fois utiliser mon ordinateur, en l'occurrence un Mac, pour avoir des onglets dans mon navigateur où je peux comparer des choses, alors que bien sûr Firefox, mais je n'utilise mon iPhone que si je suis contraint, parce que je suis dans la rue et que je ne vais pas sortir mon Mac, et là j'ai besoin d'aller quelque part, je sors Google Maps et ça me sort un seul chemin et je le suis, quoi. Mais j'ai pas... je préfère le confort d'un grand écran, etc. Et là, et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, la version vocale, c'est encore pire. Il y a moins de bande passante au sens propre du terme. C'est-à-dire que tu fais passer beaucoup moins d'informations avec la voix à un instant T. C'est-à-dire, tu poses une question à Siri, il faut qu'elle te réponde un truc super court, pour que ça vaille le coup, parce que sinon, mais au bout de 10 secondes, t'en as marre. Enfin, soit t'as trouvé, soit t'as pas trouvé, soit ça correspond pas. Alors que tu poses la même question, je sais pas, à une IA ou bien à un moteur de recherche sur un grand écran, avec les onglets, tu peux explorer plusieurs trucs. Enfin, tu as une capacité à absorber avec tes yeux une quantité d'informations énorme, parce que tu as un grand écran versus une voix certes jolie et qui ne semble pas robotique, mais qui est bien robotique, qui va t'égrener des trucs, c'est pénible. Tu as très peu d'informations qui circulent en fait par la voix versus l'œil. Et puis la voix... Dans certains contextes, ça peut avoir le coup. Par exemple, tu es en voiture.
tu vois. Ou Oui, bien sûr, toi, tu fais de la moto, par exemple. Okay, le fait d'avoir un assistant vocal qui peut te diriger, te dire, tiens, tu voulais un resto, il y en a un qui est pas mal là, etc., parce que tu discusques avec lui, là, ça a du sens. Absolument. En fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il m'arrive au feu à vélo de dire envoie un texto à ma femme pour lui dire que je vais être en retard pour le dîner. Et là, j'utilise ma montre, en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple que tu donnes, c'est que tu repasses de la voix au texte. C'est-à-dire que tu vas utiliser ta voix parce que tu sais que tu as une confiance a priori assez grande dans le fait qu'il n'y aura pas trop de fautes d'orthographe ou bien que ta femme te les pardonnera. Et donc, tu peux envoyer une information textuelle. Moi, le truc qui m'a beaucoup frappé dans le passage à l'usage vocal, c'est deux choses. La première, c'est le fait de s'envoyer des vocaux. Tous ceux qui envoient des vocaux à quelqu'un oublient une chose, c'est que pour écouter un vocal, il faut s'arrêter de faire tout ce qu'on faisait. Alors qu'on peut prendre connaissance d'un SMS, notamment d'une urgence, sur un tout petit écran tout en étant là où on est. Et discrètement, dans une réunion, alors que quelqu'un qui envoie un vocal en pleine réunion... Le paradoxe, c'est que maintenant, WhatsApp, qui est quand même la machine à vocaux par excellence, heureusement, te repropose une transcription en texte, ce qui est quand même assez étonnant. L'autre difficulté du vocal, c'est que si jamais ça ne marche pas du premier coup, on s'énerve beaucoup plus vite dans une interaction vocale avec une machine que dans une interaction textuelle. D'accord. Et il suffit que Siri, 3 fois, tu lui poses une question et qu'il te répond « je ne comprends pas la question » ou « je ne peux pas répondre à cette question » ou « il faut déverrouiller votre téléphone ». Il y a un moment, c'est fini, quoi. WWDC, oui. C'est pour ça qu'Apple devrait lancer une application, d'après les rumeurs, de Siri, où on ne serait pas obligé de lui parler, mais on pourrait aussi lui écrire. Parce que les personnes préfèrent écrire aussi aujourd'hui. On revient un peu au modèle de ChatGPT, finalement, qui est à la fois écrit, mais aussi vocal. La WWDC, ça sera le 8 juin prochain, je pense que tu y seras, et elle sera à vivre, bien évidemment, sur BFM Business dans Tech & Co, la quotidienne, puisque c'est à 19h. Donc voilà, c'est parfait pour nous. Dans l'actu, ce week-end, s'est déroulé un truc très drôle. C'est une espèce de combat entre un robot et un humain. Alors, là, ils n'en sont pas venus aux mains, quoique, parce que finalement, les mains étaient très importantes. C'est la boîte qui s'appelle Figure qui a décidé de proposer en fait ce petit challenge assez amusant pour en fait trier des colis. D'un côté, ils avaient un stagiaire qui s'appelle Reim et qui, pendant 10 heures, a affronté le robot, si vous êtes avec nous à la télé, le robot Figure AI 3, qui s'appelle Rose, visiblement. En tout cas, c'est écrit sur son petit... alors qu'il est gris, c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Oui, et puis qui nous dit que... Enfin, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Il n'a pas beaucoup de cheveux. Enfin, elle n'a pas beaucoup de cheveux. Ouais. Et l'idée, c'était de dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, la dextérité d'un robot peut faire aussi bien qu'un jeune stagiaire humain pour trier des colis? Et en gros, il y avait des colis qui arrivaient sur des... comment dirais-je, des tapis roulants, et ils devaient les trier, comme ça. Et alors, ce qui est un peu rassurant, c'est qu'au bout de 10 heures, c'est l'humain qui a gagné. Oui, mais d'un cheveu. Mais d'un cheveu, de 192 colis. C'est rien. Oui, mais alors attends, pardon, mais ce qui... Pour moi, ça, c'est le truc qui se packageait bien à la télé. Et en plus, l'humain a gagné, donc tout le monde était rassuré. Sauf que le pauvre Reim, à la fin, il s'est plaint d'avoir quasiment plus de bras. Bon. Et d'autre part, il était un peu frêle quand même. Et d'autre part, que les robots ont continué pendant plus de 117 heures. Sans pause. Sans pause. Là où l'humain a fait des pauses. Non, voilà, parce qu'on n'a pas le droit de faire... Donc le sujet, c'est pas de battre un grille-pain à la première tartine. Non, c'est sûr. Le sujet, c'est de tenir dans la durée. Ouais. Mais parce que ce pauvre Aimé, il ne pouvait pas travailler 24 heures sur 24, alors que Rose, sans aucun problème. C'est ça qui est dingue. Mais moi, j'ai été impressionné parce que, je ne sais pas si vous avez été, tout comme moi, les algorithmes de Instagram me poussaient, en fait, les lives de cette confrontation. Et c'est complètement hypnotique. Parce qu'on se dit, waouh, il a des gestes, ce robot, qui sont humains. Il retourne les colis en les jetant un petit peu comme ça, en les faisant vriller. Il les pousse avec le bras, avec la main. On est d'accord qu'il n'est pas télécommandé, il gère tout seul. Ah oui. Alors ça, c'est la grande inconnue. En théorie, non.
Il peut pas, parce que, je veux dire, même tu peux pas télécommander un robot avec une telle dextérité à la microseconde près. Je pense qu'il le fait intelligemment tout seul. Ce qui est génial, c'est que une compétition quand même super pas glamour, parce qu'on organiserait ça entre humains, on organiserait une compétition de tri de colis entre humains. Je pense qu'il y aurait 2 spectateurs, dont le caméraman. Alors que là, c'est ce que tu disais, c'est que ça fascine. Moi, ça me fait penser à ce qu'on avait commenté sur cette antenne il y a quelques semaines sur le semi-marathon de Pékin, qui était une formidable opération de com pour Pékin et pour le semi-marathon de Pékin. Et montrer la puissance de la robotique en Chine. Mais c'est ce que disait Arthur Clarke dans les années 60, dans les lois de Clarke. Il y en avait une qui était « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Et en fait, là, ces moments-là, on les vit comme des moments magiques. Parce qu'on n'arrive pas à croire que ça fonctionne. Mais le point de départ, la réalité, c'est surtout que, comme tu le disais, JB, le robot ne fait pas de pause, le robot ne va pas aux toilettes, le robot n'a pas faim. Et donc, il faut l'électricité, en revanche. Et voilà. Oui, mais ça se... Si c'est que ça. Si c'est que ça. Ouais, non, mais c'est clair. Et donc, ces expérimentations en grandeur réelle, elles préfigurent quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. L'IA va faire les fiches de paye, les robots vont faire le planning, on verra où sera l'humain. Alors maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que sur ce genre de tâches, de la même manière que la compète n'est pas très glamour, imaginez faire du tri de colis à la limite pendant un stage pour apprendre ce que c'est qu'un entrepôt, pourquoi pas, mais en faire un métier et un métier d'avenir, je pense que voir l'humanoïde remplacer des tâches au fond inhumaines, en tout cas très vides de sens, c'est pas une mauvaise nouvelle. Oui, là où ça me gêne plus, c'est quand tu utilises de l'IA pour faire de la chanson, de la poésie ou des trucs comme ça, ou qui sont des choses profondément artistiques et d'après moi humaines et qui sont, si on devait faire un peu comme Maslow et sa pyramide, enfin, tu vois, quelque chose qui t'apporte vraiment en tant qu'humain du sens à ta vie, ça me gêne pas que le robot trie des colis et qu'on délègue des tâches ingrates au robot, mais qu'on lui délègue des tâches créatives, musicales et compagnie, ça m'angoisse un peu plus. Parce que, alors, si vous n'avez pas suivi, pour être très très clair, le robot fait quoi ? Il prend les colis, alors il y a des colis mous, des colis durs, des colis, vous savez, donc toutes les tailles. Toutes les tailles. Il y a des sachets, il y a des colis en carton. Il regarde l'étiquette. Il regarde l'étiquette et il tourne le colis pour que l'étiquette soit scannée. D'accord ? Donc, il y a quand même une intelligence dans le sens où il va chercher les colis et puis, on le voit sur la vidéo, parfois il est obligé de se pencher pour attraper un colis qui est sorti un petit peu de sa ligne, là, comme ça. Et c'est vraiment... C'est dingue, quoi. Imaginez ça dans les hypermarchés, demain. Ouais. Ça peut remplacer. À des gestes de caissière. C'est vraiment des gestes de caissière. Et ça permettra, si la grande distribution est assez intelligente pour imaginer ça, de redéployer ce personnel dans les rayons pour conseiller les clients, parce que parfois on cherche un paquet de pâtes, on ne sait pas où c'est, etc. Il y a pas tous les employés sont dans les caisses. Ça peut aussi apporter quelque chose d'intéressant, je trouve. C'est vrai que la première fois, moi j'ai toujours le réflexe dans les supermarchés, quand j'arrive à la caisse, de regarder le caissier ou la caissière dans les yeux, de lui dire bonjour et lui sourire, et de ne rien dire après. Et assez souvent, je m'aperçois que ça crée de la surprise, et que ça crée une interaction, alors qui est très fugace, ça vaut l'espace d'un instant, dans lequel il se passe quelque chose, et c'est vrai que la première fois que je me retrouverai face à une machine, je vais me sentir un peu perdu. Ouais. Mais si on se souvient bien, il y a 20 ans, je pense, dans les péages, il y avait des humains, maintenant il n'y en a plus, maintenant c'est des machines. Les caisses express dans les supermarchés, maintenant tout est automatisé. Il reste beaucoup moins de caisses avec des personnes. Les caisses express dans les hypermarchés, c'est la plus grosse supercherie du monde. Parce que, je ne sais pas si vous avez fait ce truc-là, mais vous êtes plus confronté à... C'est sympa, mais vous êtes plus confronté à des humains que dans une caisse normale. Parce qu'en fait, il doit y avoir tellement de vols ou tellement de trucs qui ne marchent pas. Moi, il y a tout le temps de trucs qui clignotent. Il y a quelqu'un qui est obligé de venir badger, de rentrer des codes, etc. En fait. C'est rare de ne pas avoir besoin d'un humain pour débloquer un truc à un moment de
de la procédure, quoi. Demain, ce sera un robot qui viendra à la place de l'humain. Mais c'est clair. Et ça va très vite. Enfin, aujourd'hui, on s'habitue à ce type de machine, mais il y a 5 ans, c'était inimaginable, ce truc-là. Oui, mais parce que je pense que ce qui est extrêmement bizarre et déroutant, c'est le choix qu'ont fait la plupart des constructeurs, et notamment des Chinois, de pousser vers la forme humanoïde. Pour un tas de raisons. Mais là, ça a du sens finalement, parce qu'il a une tête qui regarde des colis à taille, on va dire, humaine, et puis il a des bras avec des doigts pour tourner en fait les colis, pour les pousser, etc. Et c'est un poste qui au départ est dédié aux humains. Oui. C'est-à-dire que où on a mis un robot humanoïde parce que c'était fait pour un humain, donc c'est à 1,20 m du sol. Oui, ça a été conçu pour un humain. Tu pourrais imaginer un truc complètement différent. Des bras comme dans le tapis roulant, avec des caméras tout autour, comme un pont au-dessus, et puis des vérins qui poussent les colis dans un sens ou dans l'autre. Mais avec une grande différence, c'est que le robot Gary, là, que ceux qui nous regardent voient à l'antenne. Ça s'appelait Rose, je comprends. Voilà, donc Gary, qui est le cousin de Rose, ou bien qui a remplacé Rose sans que personne ne voit rien. Parce que Rose est allée se reposer, mais il ne faut pas le dire. Oui, mais bon, ils auraient pu changer, garder la même étiquette. Exactement. Là, mais le robot Gary, ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on le voit faire du tri. Il peut être redéployé avec des mises à jour logicielles pour faire tout autre chose, que ce soit pour servir des repas, pour porter les affaires, pour faire du repassage. Enfin, c'est une question de capacité et donc c'est un facteur de forme qui est beaucoup plus facile à redéployer, beaucoup plus fongible. Il apporte une dans la logistique d'entreprise. N'aurait pas une machine spécialisée. Après, bon, on va terminer là-dessus, mais je me demande combien de boîtes aujourd'hui arrivent à avoir un robot avec une telle dextérité, à part Figure AI. Voilà. Est-ce que les Chinois arrivent à Unitri là Unitri est très, très, très avancé. Mais il est très, très avancé parce qu'il est très agile. Mais là, c'est les capteurs qu'il y a et l'intelligence qu'il y a dans ce robot qui arrivent à comprendre ce qu'il a en face de lui, à pousser les colis, à les tourner, à les... Tu vois ce que je veux dire ? Unitri, très impressionnant dans la manière dont il bouge. Il y a eu des chorégraphies qui étaient dingues, mais finalement, tout ça a été programmé comme des drones. Tu vois ? C'est programmé à la seconde près. Oui, il y a quand même une certaine intelligence. Il y a en tout cas une capacité d'analyser en 3 dimensions, de discriminer des formes, de discriminer des éléments visuels dans des formes qui sont les étiquettes et d'effectuer des mouvements. Et voilà. Mais non, on est encore loin du test ultime. Les 2 tests ultimes, paradoxe de Moravec, ça va être se faire cuire un œuf sur le plat sans péter l'œuf, sans péter la poêle et sans en mettre partout. Sans péter le carrelage. Voilà, et 2, vider le lave-vaisselle dans lequel... 2, mettre l'assiette avec l'œuf, une fois que l'œuf est mangé, dans le lave-vaisselle sans rien casser d'autre. Et 3, vider le lave-vaisselle. Moi, 4, manger l'œuf. Voilà, et 4, manger... Oui, mais alors ça je te rappelle, Gary n'a pas faim. Voilà, mais ça garde dans la bouche. Gary n'a pas de pause déjeuner. Allez, voilà, ça sera le mot de la fin. Très sympa, en tout cas, ces vidéos, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr. Merci JB. Avec plaisir. À très bientôt. Merci d'être venu sur le plateau de Tech & Co. JB The Collection. N'hésitez pas à le suivre sur sa page YouTube. C'est toujours impressionnant de voir toutes les vidéos que JB nous fait. Merci Tristan Nito. Et merci à Philippe Devos. Merci François. Merci. Et vous restez avec nous, 20h30. Tech & Co revient dans un instant avec pour notre dernière partie. Tiens, que devient TomTom ? Le roi du GPS des années 2000, qui est un peu sorti des radars, sans mauvais jeu de mots. On va en parler dans quelques instants avec l'un des dirigeants de TomTom. Et puis on découvrira une start-up New Space française, Osmos X, qui facilite l'accès au spatial. Vous allez voir, c'est passionnant. On se croit vraiment dans un film de science-fiction avec Osmos X. À tout de suite. Et dans un instant, c'est le Tech Flash avec ce soir Julien Thibault. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h33, merci d'être là, toujours fidèle à Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Il est temps maintenant de retrouver un condensé de l'actu tech de ce jour, c'est le Tech Flash, et c'est avec, encore ce soir, avec Julien Thibault. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, Google tient en ce moment sa conférence annuelle, la très attendue Google I.O. Parmi les annonces déjà tombées, de nouveaux modèles Gemini et la transformation du moteur de recherche en véritable assistant IA, une fonctionnalité malheureusement indisponible en France.
Google annonce aussi des lunettes connectées en partenariat avec Samsung qui devraient arriver cet automne. Toujours chez Google, la firme américaine s'associe au géant financier Blackstone pour accélérer la production de ses puces d'intelligence artificielle. Le groupe veut industrialiser ses processeurs maison pour réduire sa dépendance à Nvidia. Un partenariat présenté comme une opportunité historique. Et en Europe, Mistral AI poursuit son expansion avec une nouvelle acquisition en Autriche. La start-up française met la main sur une jeune pousse spécialisée dans les infrastructures et l'optimisation des modèles d'IA. Une opération qui doit renforcer ses capacités dans sa quête de souveraineté technologique face aux géants américains. Direction le Japon maintenant, Julien, avec l'université de Tokyo qui affirme avoir développé un dispositif capable de multiplier par 1000 la vitesse des ordinateurs. Et oui, cette technologie pourrait aussi réduire fortement la chaleur produite par les ordinateurs. Ce composant permettrait à des puces de traiter en 1 seconde des données dont le traitement prend normalement 1 heure. Une avancée qui reste pour l'instant limitée à des tests en laboratoire. L'objectif étant de développer un prototype de puce d'ici 2030. Enfin, un mode automobile, XPeng annonce le lancement de la production de masse de son robotaxi. Le groupe veut prendre de vitesse ses concurrents dans la conduite autonome, malgré son retard sur l'exploitation. Contrairement à Tesla qui teste déjà ses véhicules sans supervision sur route, XPeng n'a pas encore lancé ses opérations pilotes. Et pour finir, je vous donne rendez-vous à 22h30 ce soir pour un nouvel épisode de Tech & Co Business avec Frédéric Simotel. Au programme cette semaine, les inquiétudes du marché du travail avec l'essor de l'IA. Marc Trilling, PDG de Sigus, est revenu sur le sujet. On écoute un court extrait tout de suite. Alors, Frédéric, on va apporter un petit peu de nuance, parce que Schumpeter n'a pas tout à fait tort, mais ce qu'il faut rappeler sur Schumpeter, c'est qu'il y a quand même 2 conditions. Il y a la transférabilité de la compétence et le délai pour y arriver. Donc, dit différemment, si aujourd'hui vous avez un comptable qui se fait automatiser 60% de ses tâches, est-ce que ce comptable-là, il va pouvoir se transformer rapidement en ingénieur des opérations de machine learning? Est-ce qu'il va pouvoir le faire aussi vite que son job a été remplacé, que ces 60% de tâches ont été automatisées? Vraisemblablement, pas forcément. Pour autant, s'il y a une asymétrie constatée dans le remplacement des jobs, il y a quand même certains secteurs qui sont en demande de services complémentaires, dont par exemple l'éducation, sur du tutorat individualisé. On le sait sur le domaine de la santé, où on a besoin de temps médical, mais également, évidemment, sur l'industrie et toute la maintenance et les opérations prédictives. C'est des demandes, c'est du temps d'humain libéré, remis à disposition. Encore une fois, la question est plutôt le tempo que le vrai remplacement de l'emploi. Voilà, et retrouvez Tech & Co Business sur la plateforme bfmbusiness.com, entre autres. Il est 20h36. Que devient TomTom, le géant du GPS qui nous permettait de ne plus arriver en retard dans les années 2000 dans sa voiture? Eh bien, on va faire le point maintenant. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et Léo Sey est avec nous ce soir. Bonsoir Léo. Bonsoir, merci de l'invitation. Vous êtes directeur général produit chez TomTom. TomTom, c'est vrai, marque mythique qui, voilà, au tout début de l'avènement du GPS a été leader dans ce domaine-là, puisqu'on avait nos petits boîtiers TomTom. Il y avait Garmin aussi qui faisait ça, enfin quelques marques. Mais TomTom était véritablement le leader européen en plus, puisque, rappelons-le, vous êtes européen. On pouvait aller d'un point A à un point B grâce au GPS et à ce petit écran qui n'était pas connecté encore à l'époque, au tout début. Il fallait mettre une petite carte SD et télécharger les cartes, c'est ça. Et puis voilà, et puis le smartphone est arrivé, et à partir de là, c'était un petit peu plus compliqué pour TomTom, parce que même si vous étiez sur les smartphones très vite, vous vous êtes confronté aux géants américains, Google Maps bien sûr, Waze qui appartient aussi à Google, qui était israélien au départ et qui a été racheté il y a quelques années de cela, et puis ça a été, on va dire, le début de la fin du TomTom qu'on connaissait, non? C'est un peu ça? C'est un peu ça. Alors, c'est sûr, TomTom était très connu il y a 20 ans ou 25 ans du grand public parce que la mission principale était de rendre la conduite plus sûre. À l'époque, l'alternative, c'était la carte papier, le Mappy imprimé. Donc, le GPS a été une vraie rupture technologique. Ah ouais, là, on passait quand même de l'âge de pierre à la technologie ultime. Exactement. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, la navigation, comme vous l'avez dit, et surtout les smartphones. Donc, nous, notre credo, on est toujours aussi présent dans la voiture, mais on est plus présent sur les aides à la conduite et sur le véhicule autonome. Donc, on a récemment annoncé avec Volkswagen qu'on va être présent sur une grande partie de ces aides à la conduite. Donc, on est toujours dans cette logique de
de navigation plus sûre, mais on est un peu moins visible du grand public parce qu'on s'est déplacé de la navigation à l'aide à la conduite et aux véhicules autonomes. Alors, ce qui est intéressant, c'est votre parcours. Vous étiez chez Google pendant de très nombreuses années. Vous êtes arrivé chez TomTom il y a 4 ans. Donc, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, finalement. C'est quoi les actifs de TomTom aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'on n'a plus l'appli TomTom. Elle existe peut-être encore, je ne sais pas. Mais en fait, le grand public n'est plus en contact avec TomTom. Mais c'est quoi les actifs aujourd'hui, TomTom ? Alors, TomTom, c'est 30 ans de création cartographique. Et quand je dis cartographique, c'est vraiment la donnée des rues, des panneaux de signalisation, mais c'est aussi le trafic, le comportement des véhicules sur la route, les voies fermées, les accidents, les limites de vitesse. Toutes ces informations-là, on les a et elles sont mises à jour en temps réel parce qu'on a plus de 500 millions de véhicules et d'objets connectés qui nous remontent cette information. D'accord. Donc on est toujours très présent dans l'industrie, beaucoup moins visible du grand public, certes, mais toujours très présent dans l'industrie. Et c'est aussi une couche d'intelligence qu'on appelle l'intelligence géospatiale parce qu'au-delà de l'automobile, on travaille avec des acteurs gouvernementaux, avec des municipalités, avec des assurances, avec des transporteurs pour les aider à, par exemple, où mettre les nouvelles bornes électriques, comment réorganiser l'architecture urbaine, comment prendre des décisions gouvernementales sur tel ou tel secteur. Donc on a une grande connaissance géographique sur laquelle on apporte de l'intelligence. Il y a aussi un repli, on va dire, économique. Année 2025 compliquée, puisque TomTom a supprimé 300 postes, je crois bien. Il y a eu une grande réorganisation. Vous vous attendez à une année 2026 un peu entre deux, c'est ça ? Qu'est-ce qui va faire que 2027 va être un peu le renouveau et la montée en puissance de TomTom ? Ce qu'on vous souhaite, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que l'industrie dans laquelle on travaille, l'automobile et aussi les gouvernements, sont des cycles longs. Et du coup, c'est des technologies sur lesquelles on a investi il y a déjà 2-3 ans. C'est vrai qu'on a eu une année un peu difficile où on a été obligé de se réorganiser. On voit aussi les prémices de l'IA au sein de l'entreprise. On peut en parler. On va en parler, bien sûr, après. Mais ce qu'on voit, c'est que nos investissements commencent à payer. Comme je l'ai dit, on a eu un énorme contrat avec Volkswagen et d'autres constructeurs automobile, mais les revenus arrivent plus tard. Donc on est confiant sur notre futur, c'est juste qu'il y a un décalage dans le business model. Très bien. Justement, l'IA, comment une boîte comme TomTom embrasse l'IA ? Parce que l'IA, ça veut tout et rien dire. Les algorithmes, ça fait des années que ça existe. Mais est-ce que l'IA générative, notamment, a du sens dans une boîte comme TomTom ? La voiture autonome, par exemple, c'est un sujet qui vous intéresse ? Oui, énormément. On travaille énormément sur la voiture autonome. L'IA, on s'en sert dans plusieurs domaines. Par exemple, pour la création de la carte, on fait de l'IA depuis bien avant que ce soit le sujet à la mode, ou pour être capable d'analyser des images satellites, des images spatiales, des images d'avions, des images venant de voitures, et en créer une cartographie à bas coût, on se sert énormément de l'IA. Dans l'aide à la décision dont je parlais, on travaille énormément avec les modèles actuels de langage, et on les aide à comprendre la donnée géospatiale, parce qu'un ChatGPT ou un Claude ou un Gemini, pour les citer, ne sont pas nativement capables de comprendre de la donnée géospatiale. Donc on fait tout un travail pour rendre notre donnée compatible et que demain, n'importe qui puisse questionner un agent sur des données géospatiales. Est-ce que aujourd'hui, vous avez donc passé ce gros contrat avec Volkswagen ? Qu'est-ce que vous apportez à Volkswagen concrètement ? Alors c'est de la donnée et du logiciel. Donc on va les aider Ils ne bossent pas avec Google, par exemple, ces gens-là, ou avec d'autres boîtes ? Alors l'un n'empêche pas l'autre. Nous, on va vraiment se concentrer sur les systèmes d'aide à la conduite et d'autonomie du véhicule. Donc comment rendre le véhicule plus sûr et encore plus utile à son conducteur. Donc ça va être des données de trafic, des données de limitation de vitesse dynamique. Par exemple, sur certaines voies du périphérique, vous pouvez voir que la vitesse va être limitée en fonction du trafic. Ça va être des informations de voies fermées et tous ces éléments qui permettent au véhicule d'être plus sûr et de mieux aider le conducteur. Google sera peut-être sur d'autres créneaux plus consommateurs. D'accord. Vous dites que vous vous intéressez à la voiture, en conduite autonome. J'imagine que vous y croyez. Par exemple, Elon Musk, je ne sais pas si vous avez suivi ses déclarations, il a dit, je crois, hier ou avant-hier, que dans 5 à 10 ans, ça nous paraîtra incongru de rentrer dans une voiture avec un chauffeur, parce qu'il n'y aura que des voitures sans chauffeur autonome. Vous y croyez ou pas ? Oui, alors c'est sûr, c'est surprenant vivant en Europe. Mais oui, parce qu'il y a un décalage incroyable.
Bien sûr, je reviens de Pékin et j'ai habité aux États-Unis. Donc, sur ces deux champs-là, la voiture autonome est partout, est très confortable. Et nous, on considère que la voiture va arriver. On travaille énormément avec nos partenaires, aussi bien en Asie que partout dans le monde, pour des technologies qui aident ces véhicules autonomes. Donc, on est très implanté dans cette industrie-là et on est prêt à aider les constructeurs européens à développer cette technologie en Europe. J'aimerais qu'on parle aussi de souveraineté, parce que je le disais en préambule, TomTom est une boîte européenne. Il n'y en a pas beaucoup des boîtes comme ça, comme les vôtres. Parce que quand on fait le point sur Apple, Google ou même Baidu, par exemple, en Chine, qui ont leur propre cartographie, finalement, grâce à vous, on a une cartographie européenne. Enfin, européenne mondiale, mais qui est made in Europe. Exactement, et c'est une grande fierté pour nous, 35 ans ou plus, d'avoir réussi, comme vous l'avez dit, à surmonter les changements et s'adapter, et toujours à la pointe de l'innovation, et d'être européen, d'avoir les fondateurs qui viennent de partir, mais d'avoir les fondateurs qui étaient avec nous jusqu'à très récemment. Vraiment, cette identité européenne est importante pour nous, même si, comme vous l'avez dit, on travaille au niveau mondial avec des constructeurs et des partenaires partout. Cette identité européenne est importante pour nous. Est-ce que justement, quand on voit que tout est en train de se crisper, les relations géopolitiques, etc., est-ce que vous pourrez en tirer un bénéfice justement de cette souveraineté en termes de cartographie GPS? C'est déjà le cas. Ça peut avoir du sens. C'est déjà le cas. On travaille beaucoup avec les gouvernements et les organismes intergouvernementaux. Et on sent depuis quelque temps un intérêt particulier pour cette carte européenne. Parce que, effectivement, comme vous l'avez mentionné, la carte a un enjeu de stratégie et de souveraineté. Et du coup, on sent définitivement de l'engouement là-dessus des gouvernements. Justement, vous le disiez, les membres fondateurs et les têtes pensantes de TomTom sont partis. La dernière en date, c'était Corinne Vigneux, qui était cofondatrice française de TomTom, qui était un peu la porte-parole de ce groupe, qu'on a reçu déjà dans Tech & Co. Elle est restée 35 ans chez TomTom. C'est plutôt bon signe ou mauvais signe qu'elle s'en aille ? C'est bon signe parce que c'était une décision mesurée. Ils avaient envie de faire autre chose. Ils passent le relais à une équipe en place. Le nouveau CEO est là depuis 20 ans. Corinne, ça fait 4 ans que je travaille avec elle, donc elle nous passe la main en confiance. Et je vois ça plutôt comme un bon signe de laisser leur bébé dans les mains de la relève qui est là depuis longtemps. Très bien. En tout cas, on est très heureux de vous avoir reçu pour découvrir le nouveau TomTom. Merci. Et on ne manquera pas de vous retrouver de temps en temps pour faire justement le point sur toutes ces avancées. Avec plaisir. Merci beaucoup, Léo Sey, donc directeur général produit chez TomTom. Merci beaucoup. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co et de BFM Tech plus précisément, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. Salomé Ferrari nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Alors c'est un feuilleton qui dure depuis 2020. Je parle évidemment du bras de fer entre Epic Games et Apple autour de Fortnite. Qu'est-ce qu'on a pu en parler de ce sujet dans Tech & Co. Et cette semaine, Salomé, nouvel épisode majeur. Epic vient d'annoncer le retour progressif de Fortnite sur les App Store du monde entier. Exactement, depuis plus de 5 ans, le conflit oppose deux visions du numérique. D'un côté, Apple, avec son écosystème fermé et ses commissions sur les achats in-app, et forcément, de l'autre, Epic Games, qui lui conteste ces frais qu'il juge excessifs et surtout opaques. Alors en 2020, coup de théâtre, Fortnite est retiré des stores après une tentative d'Epic de contourner le système de paiement d'Apple. Oui. S'ensuit alors une bataille judiciaire interminable. Très sanglante. Vraiment, c'est en Australie, en Europe, aux États-Unis. Bref, c'est un dossier qui est devenu un petit peu le symbole des tensions entre les développeurs et les plateformes. Alors aujourd'hui, Epic se montre offensif. C'est bon, Fortnite est de retour sur tous les Apple Store. Enfin, presque, puisqu'en Australie, malgré la victoire d'Epic devant les tribunaux, le jeu n'a toujours pas réussi à revenir sur l'App Store. Le retour du jeu avait déjà été amorcé l'année dernière en mai aux États-Unis. Puis sur Android en mars dernier avec un accord avec Google, mais la situation reste assez incomplète. Alors, est-ce qu'on est en train de voir la fin de ce conflit historique entre Epic et Apple ou simplement une nouvelle phase, on va dire, de combat plus subtil, Salomé? Alors justement, c'est là que le dossier devient un petit peu intéressant parce que selon le patron d'Epic, Tim Sweeney, on entrerait dans la phase finale, enfin, du combat juridique. Alors l'entreprise affirme que si les tribunaux obligent Apple à se montrer un petit peu plus transparent justement sur ses commissions, alors les gouvernements du monde entier pourraient être
un petit peu plus dur et durcir leur position face aux commissions de l'Apple Store. Mais attention, parce que quand on parle de phase finale, on ne dit pas une phase plus simple, parce que de son côté, Apple n'a pas forcément assoupli son modèle économique. Et puis, on l'a dit, les Australiens, ils ne peuvent toujours pas jouer à Fortnite sur leur iPhone. Voilà, et puis rappelons que c'est une manne financière gigantesque pour Apple. C'est 30% de commission. Ils n'ont pas vraiment envie de lâcher. Ils n'ont pas vraiment envie. Mais ça va être intéressant de voir si, avec le départ de Tim Cook et l'arrivée de John Ternus, le nouveau CEO d'Apple, si ça va changer ou pas véritablement de vision. M'étonnerait. Ça m'étonnerait parce qu'il y a beaucoup de dizaines de milliards en jeu dans tout ça. Merci beaucoup Salomé Ferrari, journaliste à BFM Tech. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, direction évidemment le site BFM Tech. Il est 20h49. Pour terminer ce Tech & Co, direction l'espace. On va découvrir maintenant une Startup New Space passionnante avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Arnaud Masson est avec nous. Bonsoir Arnaud. Bonsoir François. Vous êtes le CEO d'Osmos X. Vous vous implantez à Toulouse pour construire un vaisseau orbital à propulsion plasma. On a l'impression que c'est le début d'une série télé ou d'un film. C'est incroyable ce que vous êtes en train de faire. Plus sérieusement, vous êtes une start-up française du New Space qui a été fondée en 2022 et vous travaillez sur un sujet alors qu'il faut bien expliquer parce que c'est quand même assez abstrait et compliqué. C'est la mobilité orbitale, c'est ça ? C'est exactement ça. On va en fait concevoir, on fabrique et on va opérer des véhicules spatiaux qui vont avoir des missions extrêmement variées et qui vont permettre d'agir dans l'espace. Un satellite aujourd'hui, il a sa mission, son orbite, il va faire ça toute sa vie. Aujourd'hui, l'espace devient mobile, réactif. On a besoin d'agir dans l'espace et donc de véhicules spatiaux. Mais alors, ces véhicules spatiaux sont là pourquoi ? C'est pour de la maintenance ? Pour réparer les satellites quand ils sont en orbite, pour aller chercher, je ne sais pas moi, des cosmonautes qui sont bloqués dans un ISS ou autre. Ça sert à quoi en fait ? Pour transporter par exemple de la marchandise d'un point A à un point B dans l'espace ? Alors c'est un peu plus ça. On va avoir 3 missions principales qu'on a déterminées chez Osmos X. Une première, c'est la montée en orbite. Il faut savoir qu'un satellite peut monter en orbite à partir de son lancement. Quand le lanceur l'a relâché, il va monter avec son propre moteur jusqu'à des orbites qui peuvent être très élevées. La géostationnaire est à 36 000 km. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Ouais. Et on va nous proposer de le faire à sa place. De cette façon-là, il va faire des économies. Il va aller plus vite jusqu'à son orbite finale. On va pouvoir faire d'autres missions. Il va garder des réserves pour l'avenir, en fait, c'est ça ? Exactement. Et sur ces satellites existants, on va également faire des missions qui vont leur permettre d'économiser du carburant et donc de durer plus longtemps. Et ça, c'est important pour des géostationnaires de télévision qui sont très rémunérateurs. La fin de vie est un problème. Si on peut la prolonger, c'est très, très intéressant économiquement. Ouais. Et, après, il reste à savoir si la télévision va continuer longtemps comme ça, quoi. Oui, mais il y a beaucoup encore de géostationnaires de télévision qui veulent prolonger avant effectivement de migrer sur des constellations plus larges. Mais prenons l'exemple justement de ce satellite qui donc devrait être en orbite haute à 36 000 km d'altitude. Comment vous l'aidez en fait à monter ? Vous êtes dans la fusée, parce qu'il faut que ça parte d'une fusée, on est d'accord ? C'est ça. En fait, on est soit à la première mission dans la fusée, soit ensuite disponible dans l'espace pour aller, entre guillemets, cueillir un satellite qui sort de son lanceur. Okay. On va faire de l'arrimage, on va s'arrimer à ce satellite. Et après, paf, vous le propulsez. Exactement. Vous êtes un deuxième moteur, finalement ? On est un deuxième moteur, un dernier étage de fusée, un camion de l'espace, si vous voulez. On fait du transport une fois que le satellite est sorti du lanceur. Bon, et après, quand vous êtes là-haut, à 36 000 km, vous dites, OK, le satellite, je l'ai mis à l'endroit où il fallait. Qu'est-ce qui se passe ? Après, on peut faire des allers-retours, parce qu'on a la particularité d'avoir une technologie très peu consommante. On utilise une technologie héritée du monde terrestre, qui a un background d'à peu près 35 ans d'expérience, et finalement, on spatialise cette technologie pour propulser notre véhicule, avec une caractéristique, c'est qu'on consomme très très peu de gaz. Donc ce véhicule va être capable de faire beaucoup de missions, 3 fois plus que la motorisation qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, et donc on va pouvoir faire beaucoup de missions, réduire le coût par mission de ce fait. Donc les autres missions, on va pouvoir, une fois qu'on est sur l'arc géostationnaire, faire de la correction d'orbite sur les autres géostationnaires, pousser des satellites jusqu'en orbite cimetière lorsqu'ils sont en fin de vie, ou déplacer un satellite qui souhaite changer de position orbitale. Des opérateurs sont intéressés sur ce type de mission, là encore, pour éviter de consommer le carburant du satellite. On a aussi des missions qui n'ont rien à voir avec le transport, l'inspection visuelle. C'est un marché très important. Les opérateurs civils aiment bien savoir ce qui se passe sur leur satellite, les assureurs aussi en cas de problème et de panne. Et puis on a des missions gouvernementales. C'est-à-dire que le satellite, votre engin, je ne sais pas à quoi il ressemblera, il a déjà une forme ?
Il est là. Il est là. Alors là, il est en train de tourner, mais je crois que c'est une image, c'est la première conception qu'on a. Ça ressemble à quoi finalement? C'est une espèce de cylindre, c'est un hexagone un peu allongé. D'accord. Voilà, il est ici à l'écran et on a des panneaux solaires d'une taille importante. Ça ressemble à un satellite quand même. Ça ressemble à un satellite. Hein. D'accord. Et ça se met derrière. Alors tout à l'heure, je parlais de propulsion plasma. C'est justement cette nouvelle génération de carburant qui vous permet de consommer peu, c'est ça? Alors, c'est un carburant classique, mais c'est une technologie tout à fait nouvelle. C'est pas nouveau au niveau terrestre parce que ça existe déjà. Nous, on le spatialise. Il y a très peu d'exemplaires de cette technologie dans l'espace aujourd'hui. Et c'est une technologie qui consomme très peu. Alors, c'est intéressant de consommer très peu parce qu'on va pouvoir, là encore, réaliser beaucoup de missions. On va diviser par 3 la consommation. C'est comme si vous aviez une voiture qui, au lieu de consommer 6 litres au 100, va consommer 2 litres. Alors, c'est important dans l'espace parce qu'une voiture encore peut s'arrêter fréquemment en une station-service, mais il n'y a pas de station dans l'espace. Il n'y a pas de station totale là-haut. Et du coup, la quantité de carburant et la consommation de votre moteur déterminent intégralement et mathématiquement la fin de vie de votre véhicule et le nombre de missions que vous pourrez réaliser. Le solaire n'est pas une bonne alternative pour recharger, justement, pour se requinquer en énergie? En fait, il faut les deux. Il faut des panneaux solaires pour alimenter le moteur, et le moteur va éjecter un carburant qui est en réalité un gaz, dont la quantité est finie, déterminée. Voilà. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et le solaire ne suffit pas. Et le solaire ne suffit pas. Pour propulser tout ça. Oui. Tout à l'heure, vous expliquiez, en prenant cet exemple justement de ce propulseur qui va emmener ce satellite à 36 000 km d'altitude. Comment ça se passe? Est-ce qu'il est piloté, télécommandé par un humain sur Terre, ou est-ce que c'est autonome? Alors, il y a plusieurs phases. Il y aura des phases automatiques et il y aura des phases humaines. La phase critique, c'est la phase d'arrimage. En fait, il y a plusieurs étapes. Il y a l'approche. On va voir ensuite l'approche de proximité et ensuite l'arrimage. Alors, on n'a pas encore déterminé la technologie, mais on est en train de sonder des fabricants qui proposent ce type de technologie, typiquement avec 3 griffes qui vont aller attraper soit la tuyère du moteur pour un satellite existant, soit un anneau de lancement sur lequel est fixé le satellite lorsqu'il est lancé, et on va l'attraper avec 3 griffes, typiquement. C'est une des solutions, en tout cas, qu'on en a. Mais en fait, il faut une stratégie aussi de standardisation, non? Pour que... Alors oui. Tous les satellites puissent avoir, c'est un peu comme derrière une remorque, on a un système qui est standardisé finalement. Tout à fait. L'Agence spatiale européenne travaille sur une standardisation de ce qu'on appelle le docking. En effet. Ok. Et aujourd'hui, vous en êtes où, en fait? Parce que là, on parle d'un futur qui est proche ou qui est éloigné? Alors nous, on veut absolument, notre plan, c'est ce qu'on en a établi, être opérationnel avec notre première mission commerciale en 2029. On a déjà des attentes de clients qui nous sollicitent. On répond à un appel d'offres gouvernemental sur 2 petits satellites qui souhaitent aller en géostationnaire, et on travaille conjointement avec avec 2 fabricants français du New Space pour proposer le lancement, l'accompagnement en tout cas, le lancement de ces 2 satellites géostationnaires. Donc là, on reviendrait au scénario que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le satellite serait lancé et après vous chargeriez de le propulser à 36 000 km d'altitude. Exactement, avant de faire la suite pour d'autres satellites qui seraient lancés par d'autres lanceurs. Il y a un point aussi intéressant, c'est que on permet à des fabricants de satellites d'être lancés par de nouveaux lanceurs. En fait, des lanceurs plus petits, il y en a beaucoup en Europe. On a Maya Space, évidemment, PLD, RFA, on a beaucoup Latitude aussi à Reims. Tous ces lanceurs n'ont pas la capacité d'Ariane, ils ne peuvent pas aller jusqu'en géostationnaire. Oui, puisque comme vous prenez le relais plus tôt, finalement, on n'est pas obligé d'avoir une grosse fusée pour propulser en fait ce satellite. C'est exactement ça. Du coup, pour un fabricant, il a une panoplie de lanceurs beaucoup plus importante, des dates de lancement beaucoup plus importantes, donc c'est beaucoup de bénéfices pour lui. Eh bien, on souhaite bonne chance et plein de bonnes choses à Osmos X. Vous en êtes le CEO, Arnaud Masson. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Tech & Co. Et on suivra votre première aventure 2029 ou même 2029. 2029. Bah, vous reviendrez. C'est demain, 2029. C'est pour vous mettre un peu la pression quand même. Voilà, ce Tech & Co est terminé en ce mardi soir. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, on sera là demain, mercredi, dès 19h30, radio, télé. Et puis, je vous rappelle que dans quelques minutes, les replays et les podcasts de cette émission vous attendent sur l'appli BFM Business. Et puis, dès demain, le replay sur YouTube, parce que nous sommes aussi sur YouTube. Comme ça, vous pouvez nous regarder quand vous le voulez sur votre télé connectée. Très belle soirée et à demain, mercredi, on sera là dès 19h30. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.